C'est d'abord Michael Nizar qui est avec nous en plateau, le responsable de la gestion multi-asset et overlay d'Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Michael. Bonjour Grégoire. On va boucler cette semaine donc le mois de mars, on bouclera également le premier trimestre de cette année 2023 qui sont toujours des marqueurs de calendrier importants pour les investisseurs bien sûr Michael. Je le disais en introduction, le mois de mars a marqué un certain nombre de changements, voire de ruptures en termes de dynamique de marché. Je citais la sous-performance des actions européennes par rapport aux actions américaines. Ce qu'il faut peut-être avoir en tête au-delà de ça, c'est même le retour de l'obligataire en termes de performance positive sur ce mois de mars par rapport à des marchés actions qui avaient enregistré de belles performances en janvier, en février également, qui ont plutôt marqué le pas, même si les performances sur les marchés actions restent contenues. On baisse de 3 à 4% peut-être sur les actions européennes au terme de ce mois de mars. Quel état des lieux vous dressez et qu'est-ce qui a changé dans la logique de marché ces derniers jours ? Eh bien, je dirais, en fait, il y a une formule qui est assez simple. Ce qui a vraiment changé, c'est qu'en fait, on paye ce que j'appellerais the legacy of the lag. On paye l'héritage du passé. Le passé, c'est qu'en fait, on a un signal sur le mois de mars assez fort sur le fait que finalement, les hausses de taux en 2022 ont été si brutales, si importantes dans un temps si court, qu'on commence en fait à voir des craquements, à la fois sur le monde liquide ou monde réel, mais aussi en fait dans l'économie et notamment sur ce qu'on a vu dans les banques. Donc là-dessus, on a tendance en fait à distinguer trois facteurs importants pour justement commencer à réfléchir aux stratégies d'investissement des prochains trimestres. Il y a un risque de liquidité qu'on distingue d'un risque de solvabilité et d'un risque, cette fois, lié à la profitabilité des banques et des entreprises. Si je reviens justement sur le mois de mars, le risque de liquidité, pour l'instant, les tensions sont relativement bien contenues. Il n'y a pas de panique, parce qu'effectivement, il y a des mesures d'urgence, les autorités sont effectivement beaucoup appris du passé, et donc il y a un chiffre par rapport donc à toute la panique qu'on aurait pu avoir sur les transferts des dépôts vers les grandes banques ou vers les fonds mutuels, les fonds monétaires. Globalement, ça représente, notamment sur la dernière semaine, 500 milliards sur 18 trillions de dollars, c'est-à-dire 0,3%. Donc c'est la raison pour laquelle je disais, en fait, les tensions pour l'instant sont très contenues, parce que les autorités sont là pour mettre en place des mesures d'urgence sur des fenêtres de liquidité ou des fenêtres de liquidité à plus long terme, en tout cas à 1 an. Donc à court terme, on voit effectivement des reports des banques régionales au niveau des dépôts vers les grandes banques, mais aussi vers les fonds monétaires qui payent mieux, qui sont plus rémunérateurs. Donc il y a une vraie concurrence, justement, il y a un effet d'éviction, presque en fait, des fonds monétaires versus ce qu'on peut voir sur les banques régionales. Mais globalement, le risque de liquidité, on a tendance à penser que ce risque, pour l'instant, n'est pas systémique, parce qu'il est bien traité par les autorités. Et il reste assez spécifique. C'est-à-dire, le risque de liquidité, on l'a vu apparaître dans des établissements qu'on a beaucoup commentés, qui avaient une mauvaise gestion, une mauvaise allocation, qui avaient des faiblesses particulières par rapport à d'autres établissements de taille moyenne ou de très grande taille, qui n'ont pas laissé ces défaillances s'installer au cours des dernières années. Exactement, et ça va laisser effectivement des traces, notamment sur la régulation, comment prendre mieux en compte finalement toute cette notion de supervision, d'ailleurs que Michael Barr a traité... vice-président de la Fed, en charge de la régulation et de la supervision bancaire aux États-Unis. Exactement, et donc en fait il y a tout ce sujet de comment gérer beaucoup mieux le gap de duration entre finalement des liabilities, donc des engagements et l'actif. Donc, du coup, ça nous amène en fait au deuxième sujet, le risque de solvabilité. Va-t-on avoir finalement une propagation de ce risque de passif vers un risque de l'actif ? Pour l'instant, alors c'est vrai qu'on voit que ça peut laisser des traces et donc une certaine défiance avec des dépôts qui commencent à quitter finalement certaines banques les plus vulnérables, et donc c'est un sujet du passif. Mais de là à penser qu'en fait ça peut devenir un sujet de l'actif, c'est encore trop tôt pour vraiment le mettre en avant, mais c'est un sujet qui sera traité par les marchés. Mais pour l'instant, c'est vrai que la stabilité financière et quand même n'est pas rompu, parce que justement les banques centrales, pour l'instant, ont fait le nécessaire. Ceci dit, il y a quand même des traces, c'est-à-dire toujours dans ce sujet solvabilité, les dettes hybrides subordonnées, notamment celles en Suisse, les fameuses créé un précédent. AT1, les Coco Bonds. Exactement. L'amortissement total de ces dettes, en fait, suite au sujet finalement du sauvetage de Crédit Suisse, va laisser quand même un précédent. Et donc, il faudra vraiment que les autorités européennes, britanniques, rappellent finalement dans leur juridiction finalement tout le bien fondé de la régulation qui a été mise en place sur les 10 dernières années
et qui avait jusqu'à présent très très bien fonctionné. Donc il y a un sujet finalement de réinjecter de la confiance, notamment sur ce sujet de solvabilité, parce qu'on le voit, d'ailleurs, ça m'amène au troisième point, la profitabilité. Ouais. On a effectivement, quand on voit finalement l'écart entre les taux de dépôt et puis finalement ce qui est payé par les banques, on voit globalement que les dividendes, notamment dans les banques, ont commencé à fortement baisser. Donc lié certainement à la liquidité, mais malgré tout, à moyen terme, la profitabilité dans le système financier, mais le système aussi au niveau des entreprises, quand vous voyez finalement les marges des entreprises, elles vont commencer en fait à se détériorer tout doucement, avec finalement une désinflation qui se met en place et donc un pricing power qui va gentiment baisser. Et donc avec des coûts de matières premières qui restent quand même assez élevés. Donc il va y avoir un sujet de profitabilité que le marché a déjà commencé à se saisir, puisqu'en fait on le voit sur les actions européennes qui avaient bien surperformé, on commence à voir finalement une orientation moins positive que celle qu'on avait pu voir sur les derniers trimestres. À quelle vitesse cette question de profitabilité peut-elle se poser réellement? Le marché est déjà dans l'anticipation de ces interrogations. Est-ce que ça peut aller très très vite? Est-ce qu'on peut retrouver les tensions dans le système bancaire qu'on a pu observer au cours du mois de mars dans des résultats qui seraient les résultats peut-être pas du premier trimestre, mais du deuxième trimestre de cette année 2023, Mickaël? La réponse, elle est inévitablement oui. C'est-à-dire que le sujet, il est pour la prochaine saison de résultats. C'est pas pour dans un an, quoi. C'est pas pour dans un an. D'accord. C'est-à-dire que on a eu, en fait, on a un acquis de croissance au niveau de la capacité bénéficiaire des entreprises qui est telle, je vous donne un chiffre, plus 17% de croissance des résultats l'année dernière pour les entreprises européennes, donc un cru vraiment fabuleux, mais effectivement, on le sait bien, même si la réouverture de la Chine est là, l'Europe est quand même tirée aussi par toute la partie exportation vers les États-Unis, et donc s'il y a une récession, on ne fera pas l'économie d'avoir aussi une récession des profits. Aux US, mais aussi en Europe. Et donc, tout le sujet de la marge et de l'action sur les prix des entreprises va commencer à baisser. Et donc, on va commencer à le retrouver dans les résultats d'exploitation du deuxième, troisième trimestre. Donc, ça va être un vrai sujet pour les analystes et aussi pour les investisseurs. Qu'est-ce que cette situation et cette fréquence d'événements observés au cours du mois de mars change du point de vue des banques centrales, ou plus précisément dans l'anticipation que les investisseurs ont de l'action des banques centrales, Mickaël? Alors c'est assez intéressant parce que finalement c'est là où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les banques centrales ont énormément appris finalement suite à 2008 finalement l'immédiateté et la soudaineté des chocs qui peuvent survenir. La vitesse de réaction est importante. Et donc la vitesse de réaction est très importante. On l'a vu en Suisse, on l'a vu aussi notamment aux États-Unis. Et en fait ce qu'on voit, et on est assez en ligne, nous investisseurs chez Edmond Rothschild Asset Management, avec cette doctrine qui consiste à dire finalement, les deux événements sont plutôt disjoints, c'est-à-dire l'un sur la liquidité qui doit être traité à part entière de manière appropriée avec des mesures propres, du sujet taux d'intérêt, politique monétaire des banques centrales. Les banques centrales sont en train de suivre cette feuille de route tant que, bien sûr, la stabilité financière n'est pas trop remise en question. Il y a quand même des limites, il y a des effets de bord. Mais globalement, on croit quand même que pour réinstaurer justement de la confiance, il faut qu'on ait des banques centrales une bonne liquidité, mais en même temps un pivot qui soit de plus en plus lisible. Donc aujourd'hui, on va vers une optionnalité des banques centrales qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Et ce qui fait qu'en fait aujourd'hui, la volatilité qu'on voit sur le monde réel ou sur les actifs liquides commence à toucher, mais positivement, le marché obligataire. Et ça revient sur votre sujet, sur le bon mois de mars qu'on a eu, notamment sur les obligations. On commence à retrouver de la corrélation vertueuse entre la compensation des effets négatifs du crédit ou des actions versus ce qu'on voit sur les obligations. Qu'est-ce que ça a changé dans la logique d'investissement et dans les portefeuilles qu'on peut piloter chez Edmond Rothschild Asset Management, Mickaël? Déjà, est-ce qu'en termes d'exposition globale au risque, est-ce qu'on a franchi une marche à la baisse particulièrement, ou est-ce qu'on reste dans un univers d'opportunités, telles qu'on le décrivait il y a encore à peine quelques semaines? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que les opportunités, on va continuer à en avoir. Il faudra les saisir en tant qu'allocataire, surtout quand on fait du multi-asset. Mais par contre, en termes de prudence, on l'a réaffirmé. Donc, c'est-à-dire que toute cette thématique de the legacy of the lag, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on savait qu'on allait devoir payer finalement l'héritage de ces dernières hausses de taux très très fortes. À un moment, on a cru que l'histoire était différente, Mickaël.
Alors, à un moment, on a cru qu'on n'aurait pas ce phénomène de craquement. Ça faisait 12 mois que la Fed montait les taux avec une vitesse incroyable et foudroyante, comme vous l'avez dit. Et à un moment, on s'est dit, ça va passer. Alors, c'est vrai que d'un point de vue investisseur ou analyste, on ne sait pas d'où ça peut venir. Mais par contre, voilà, le côté finalement prudence, il fallait vraiment le confirmer. On trouvait qu'il y avait beaucoup de complaisance, notamment sur le mois de janvier-février. Donc, on réaffirme un peu la prudence, notamment sur les marchés actions, qui, comme vous le rappeliez, sur le S&P, on n'a pas bougé. Alors qu'en fait, on est dans un début de bank run et que devant nous, en fait, on a une récession ou une stagflation qui pointe son nez. Donc, en termes d'allocation, il faut plutôt changer d'attitude, c'est-à-dire vendre les tops sur les marchés, plutôt que d'acheter les replis, parce qu'effectivement, la récession ou la stagflation, ce sont deux mots qui peuvent guetter les marchés actions et donc la profitabilité des entreprises. Sur les obligations, il nous semble en fait qu'il faut plutôt chercher des points d'achat de duration, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, on est descendu très bas sur les taux 10 ans US, si on revenait vers 3,75, 3,90, en dessous des 4, ça redevient attractif parce que justement on a un bon moyen de lutter contre la récession qui peut effectivement nous guetter. Par contre, sur le marché crédit, ça reste une situation où le portage reste assez intéressant. Et donc du coup, la corrélation taux-action peut redevenir intéressante, même si ponctuellement, on trouve que les taux sont à risque parce qu'il y a trop d'anticipation de baisse des taux sur les prochains mois. Donc localement, on fait attention finalement au risque de duration. On peut normaliser un petit peu la situation parce que les tensions sont de plus en plus maîtrisées. Mais sur le moyen terme, il faudra lutter contre cette récession avec des portefeuilles plus armés en termes de duration. Bon, voilà, une histoire qui a évolué, qui s'est peut-être un peu accélérée. C'est comme ça que je présente les choses. C'est vrai qu'on est passé par cette phase un peu de no lending, de cette fois c'est différent. Mais cette idée du pivot des banques centrales, c'était une idée qui avait marqué quand même le marché au cours de l'année 2022. Et on semble être revenu à ce stade sur cette idée d'un pivot prochain en matière de politique monétaire. Merci beaucoup, Mickaël. Mickaël Nizard, responsable de la gestion multi-asset et overlay d'Edmond Rothschild Asset Management.